à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 8 février 2021, dont voici les titres. La criminalité continue à prendre de l'ampleur au Burundi. 4 personnes ont été tuées au cours de cette semaine écoulée dans différentes localités du pays. Dans ce journal, vous allez le suivre. Le discours tenu par le président du Burundi lors des festivités du 30e anniversaire de l'unité nationale ne reflète pas la réalité sur terrain. Cela montre qu'il n'a aucun pouvoir décisionnel, selon l'analyse d'un politique. Les mesures barrières contre la pandémie du coronavirus ne sont pas respectées au Burundi. À moins d'un mois seulement, la mesure de port de masque obligatoire dans le transport en commun n'est pas respectée. Voilà pour le sommaire. Fabrice Ndimurukundo est à la cabine de son et Mestev Nyungeko assure la prise d'image. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. 2 personnes ont été tuées au cours de cette semaine écoulée dans différents coins du pays. La première victime est un enfant de 15 ans de la colline Mugaruro, zone Musenyi, commune Manda de province Bubanza. Mardi dernier, cet enfant est mort suite au coup lui infligé par Thomas Ndereimana, responsable des jeunes Imbonerakure en commune Manda. L'auteur du crime a pris ensuite fuite. La seconde victime est une femme du nom d'Alice Muhimundu. Elle a été poignardée lundi dernier par des inconnus à son domicile sur la colline Massare, commune Nyerusange, province Gitega. Les mobiles de cet assassinat restent inconnus. 2 personnes ont été tuées aussi et une autre blessée lors d'une attaque à la grenade perpétrée la nuit de ce dimanche sur la colline Ruvumu, commune Kiganda de la province Mngaro. L'administration communale confirme les faits et fait savoir que les conflits familiaux seraient derrière ce crime. Emmanuel Ndaishimiye. Les informations recueillies ici, la colline Ruvumu, disent que cette grenade a été lancée vers 20h dans la nuit de ce dimanche. La grenade a été orientée dans la cuisine où Colette Ndikumana ainsi que son tâcheron Tarcisse Sabimana étaient en train de prendre le souper. Colette Ndikumana, âgée de 54 ans, et Tarcisse Sabimana, âgée de 40 ans, ont été succombés sur place alors que Clotilde Ndikumana, fille de Colette, a été légèrement touchée et évacuée au centre de santé de Kiganda. Selon l'administration locale, des conflits fonciers ainsi que d'autres mésententes faisaient paraître au sein de cette famille depuis longtemps, surtout entre les demi-frères de la défunte Colette Ndikumana. Les 2 ont d'ailleurs été interpellés par la police. L'administrateur communal de Kiganda, Omer Ndikubgayo, confirme les informations. Il indique que les détails seront révélés par 2 frères au cours des enquêtes. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page politique, le discours tenu par le président de la République lors des festivités du 30e anniversaire de l'unité nationale ne reflète pas la réalité sur terrain. Au moment où il prône la non-violence, la criminalité ne cesse de croître sans qu'il daigne bouger le petit doigt. Les détails avec Trésor Nyongabo. Rien ne peut justifier un meurtre. L'homme est une créature divine, souvenez-vous-en. Ici, le président de la République venait d'enseigner la bonne nouvelle, une prédication à travers laquelle il n'a pas hésité à préciser que sa cathédrale a transgressé en assassinant d'innombrables innocents. Évariste Ndaishimiye a également saisi l'occasion pour rappeler la population dans son entité à couper court avec ses exactions. La guerre fratricide est des plus difficiles. Alors, si aujourd'hui au Burundi nous sommes parvenus à nous entendre après s'être entretués, c'est un très grand pas franchi. Le crime de sang est le plus crapuleux de tous les crimes. Je vous en conjure, ne versez plus de sang. L'être humain est sacré et lui ôter la vie est une malédiction.
Plus d'un se demande alors comment le numéro 1 burundais semble affirmer que son régime a rompu avec les tueries au moment où des personnes ne cessent d'être assassinées jour après jour par ses subalternes auxquels il a confié la gestion de la chose publique. L'exemple le plus éloquent est le bilan nécrologique d'au moins 164 personnes qui avaient été dressées par la RPA à 3 mois seulement de son investiture. On citerait également l'exécution d'un homme d'affaires surnommé Kirawata par des éléments de la police après son arrestation, Thierry Kougimana, qui a également été assassiné par les agents du service de renseignement pour par après faire porter le chapeau à sa veuve Christa Kaneza, un bouc émissaire qui a été séparé de son nourrisson de 5 mois. Vous vous souviendrez également des anciens militaires ex-FAB originaires de la province Rumonge qui ont été assassinés à leur domicile accusés de complicité avec les groupes armés. Des exécutions imputées aux agents de l'ordre et de la défense en collaboration avec les Imbonerakure. Merci Trésor Nyongabo. Ces propos tenus par le numéro 1 burundais montrent que ce dernier n'a aucun pouvoir décisionnel, surtout en ce qui est de mettre fin à la criminalité érigée en mode de gouvernance par le pouvoir CNDD-FDD. C'est en substance l'analyse faite par un ancien membre du parti CNDD-FDD aujourd'hui en exil. Emmanuel Ndereimana de rappeler que le plan du pouvoir en place n'est autre que celui d'éliminer toute personne jugée opposée à leur idéologie. Suivez Emmanuel Ndereimana. Le discours du président Ndayishimiye, si tout le monde a pu suivre, était plein de désespoir. Là où il ose dire qu'il y a des gens qui viennent lui donner des ordres, lui dire en face que toutes ces mesures qu'il est en train de prendre pour lutter contre la corruption et les tueries, qu'il est en train de perdre du temps. Ça montre que monsieur le président n'a plus de pouvoir réellement. Et c'est démontré par le fait que dernièrement, il a donné des injonctions au ministre de la Justice et au procureur de la République de libérer la pauvre dame qui est emprisonné gratuitement. Christa, le ministre et le procureur, ils ont tout fait pour libérer la pauvre femme, mais ça a été peine perdue parce que après il y a eu des ordres qui viennent d'ailleurs que la présidence pour dire non, Christa doit rester en prison. Tout ça pour montrer que le pouvoir n'est pas détenu par le président Ndayishimiye, le pouvoir est détenu par un autre cercle ailleurs, là où on décide tout. Bref, c'est pour dire que le président Ndayishimiye, c'est visible noir sur blanc, il n'a pas de pouvoir en prenant seulement ce petit cas de Christa emprisonné injustement. Quant à l'excuse avancée par Évariste Ndayishimiye, comme quoi il manque de gens compétents pour l'aider à mener à bon port le pays, Emmanuel Ndereimana trouve honteux et scandaleux un tel discours prononcé par le commandant suprême. Encore une fois, Emmanuel Ndereimana. Le président Ndayishimiye n'a pas été un produit de consensus au sein du parti CNDD-FDD. Il a été juste imposé par fait président Nkurunziza. Quand alors il commence à mener des discours comme quoi il va lutter contre les gens qui tuent gratuitement, il va lutter contre les détourneurs des biens publics, vous comprenez que ces ténors qui font la pluie et le beau temps au sein du parti et dans tout le pays, ils cherchent alors à renverser la vapeur en essayant d'écarter Ndayishimiye à tout prix. Et c'est à ce moment-là qu'eux-mêmes cherchent à boycotter toutes les décisions prises par le président de la République. Et ça marche parce que chaque décision qu'il prend, rien ne marche vraiment. Et cela montre que le vrai pouvoir n'est pas détenu par le président Ndayishimiye, le pouvoir est ailleurs. Et en page droits de l'homme, la famille d'Oscar Nahimana, qui fut vice-président de la Commission nationale électorale communale indépendante de Kirundo et qui est porté disparu depuis 6 mois, continue d'être persécuté par des membres du parti CNDD-FDD. Selon des sources sur place, certaines de leurs parcelles sont en train d'être vendues de force par ces membres du parti au pouvoir. Et cela s'ajoute des menaces à la famille. Les détails avec Hervé Niyuhire. Ces actes de menace à l'endroit de la famille d'Oscar Nahimana, vice-président de la commission électorale communale indépendante CECI en commune Kirundo, ont commencé après avoir appris que la propriété d'Oscar Nahimana a acheté sur la colline Kamana, zone Nyagisozi en commune Busoni, a été revendue en cachette par un Imbonerakure du nom de Jean-Marie Bikumagenge. Cette propriété d'une superficie de 22 mètres sur 12 avait été achetée par Oscar Nahimana le 14 avril 2018 à un certain Fabien Miburo à une somme
de 140 000 francs burundais. Selon nos sources en commune Busoni, cette propriété d'Oscar Nahimana a été vendue par cet Imbonerakure Jean-Marie Ndikumagenge quelques jours après qu'il ait été porté disparu. Cet Imbonerakure, enseignant à l'Ecofo Kumana, en même temps ancien collègue d'Oscar Nahimana, disait qu'il avait été mandaté par la famille de son ancien collègue. Après avoir tenté de porter plainte, la famille d'Oscar Nahimana a subi des menaces de mort de la part de Prisé Imbonerakure, dont Jean-Marie Ndikumagenge. Ce dernier, selon toujours nos sources, se serait déjà approprié de tous les avoirs d'Oscar Nahimana se trouvant en commune Busoni. Pour le moment, la famille d'Oscar Nahimana, portée disparue, demande d'être rétablie dans ses droits et d'être protégée car sa sécurité est menacée. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Marie Ndikumagenge, responsable du détournement des biens de la famille d'Oscar Nahimana, mais sans y parvenir. Quant à Savimana Dismansi, administrateur de la commune Busoni, il s'est gardé de tout commentaire. Pour rappel, Oscar Nahimana a été arrivé chez lui en commune Kirundo en date du 28 septembre 2020. Merci Hervé Niouhi. Il est toujours en province Kirundo. Les habitants de la commune Nega s'insurgent contre les contributions forcées et exorbitantes leur exigées pour la préparation de la fête de la victoire du parti CNDD-FDD au présidentiel de 2020. Ces habitants demandent que ces contributions soient versées uniquement par ceux qui le désirent. Les détails avec Onésime de Shimagidze. Ces habitants de la commune Nega indiquent que la collecte de ces contributions forcées a débuté vendredi de la semaine passée. Nos sources sur place font savoir qu'une somme de 500 francs est exigée aux cultivateurs au moment où chaque fonctionnaire et chaque commerçant doit contribuer à hauteur de 20 000 francs et plus. On demande des contributions aux commerçants et les fonctionnaires. On leur exige une somme de 21 000 francs par individu. Il y a une fête en préparation de la victoire du parti. C'est dans ce cadre qu'on exige cet argent. Le dernier doit contribuer à hauteur de 21 000. Cette somme a une valeur de 20 litres de boisson, de bière, de banane. Ces habitants de la commune Nega, membres et non membres du parti CNDD-FDD, demandent que ces contributions soient données par ceux qui le veulent. Moi, je suis membre du parti CNDD-FDD, mais nous estimons que les responsables de notre parti ne nous facilitent pas la tâche. Ils doivent revoir cette mesure et que ces contributions ne soient pas une obligation, qu'une personne contribue selon ses moyens, surtout que nous sommes dans une extrême pauvreté. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Nancy Ninette Moutoni, le porte-parole du parti CNDD, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Onésime de Shimagidze. Dans un instant, la page gouvernance. Parlons gouvernance. 5 mois après le recensement des chômeurs scolarisés, les agents recenseurs n'ont toujours pas reçu leur rémunération au moment où chacun devait percevoir une somme de 60 000 francs à la fin de leur travail. Ces derniers ont vainement attendu, d'où ils demandent au gouvernement du Burundi de les rétablir dans leurs droits. Le point avec Josiane Muzaneza. Cette activité de recenser les jeunes chômeurs scolarisés a été organisée par le gouvernement du Burundi dans tout le pays du 12 au 17 septembre 2020. 5 à 6 agents recenseurs étaient affectés sur chaque colline de chaque commune du pays, ce qui veut dire que les agents recenseurs étaient plus de 14 000, vu que le Burundi compte 2639 collines. Selon un de ces agents recenseurs qui s'est entretenu avec la RPA, chaque agent devrait percevoir 60 000 francs burundais, ce qui ramène à plus de 800 millions de francs burundais, la somme réclamée par ces agents recenseurs depuis au moins 5 mois. Nous avons fait ce recensement pendant 6 jours. Il nous avait dit que chacun recevra 10 000 par jour. Ce recensement s'est déroulé au mois de septembre. Nous avons attendu qu'il nous donne notre rémunération, mais en vain. Au moment où c'est le ministère de l'Intérieur qui les a embauchés, ces agents recenseurs demandent au ministre de l'Intérieur de les aider à recouvrer leurs dû. Nous avons été embauchés par le gouvernement du Burundi via le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique.
C'est lui qui doit en répondre premièrement car c'est lui qui a d'abord réuni les conseillers communaux dans tout le pays pour leur dire comment cette activité devrait se dérouler. Quand nous leur demandons notre dû, ces autorités nous répondent qu'ils sont en train de voir comment résoudre notre problème. Il demande également au gouvernement burundais d'honorer sa promesse, vu que la plupart d'entre eux sont aussi des chômeurs. Nous leur demandons de nous dire la vérité, si nous avons travaillé comme bénévoles ou s'ils vont nous donner notre rémunération car ils proclament souvent que les caisses de l'État sont pleines. Nous ne comprenons pas pourquoi ils ne nous donnent pas notre argent alors que plusieurs d'entre nous sommes chômeurs. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Josiane Mouzanedza. Et les employés du projet d'agriculture et d'élevage PAIOSA en sigle réclament 7 mois d'arriérés de salaire. Ces employés demandent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi qu'à celui des Finances de régler ce problème dans les meilleurs délais avant que ces familles ne meurent de faim. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Le personnel du projet PAIOSA, qui œuvre dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, indique qu'il a été transféré par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce personnel est composé des agents de différents services et vient de passer 7 mois sans être rémunéré. Pour le moment, ces employés ne savent plus à quel sens se vouer, comme l'indique l'un d'eux. Nous prestons pour le projet PAIOSA. Nous avons été dépêchés par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et à ceux qui œuvrent dans différents services de ce projet, les agents de terrain et ceux qui travaillent dans des bureaux. Nous venons de passer 7 mois sans être payés. Pendant toute cette période, nous avons demandé le logement de nos familles. Les propriétaires des maisons nous ont expulsés. Nous avons demandé le logement de nos familles. Les propriétaires de maisons nous ont expulsés. Et nous passons la nuit chez les amis. Ces employés disent être refoulés d'un bureau à l'autre et ne savent plus où demander leur salaire. Ils sollicitent au gouvernement de les prêter main forte pour trouver une solution à ce problème dans les plus brefs délais. Si nous soumettons cette question à notre point focal, il nous répond qu'il n'en sait rien, mais il a déjà déposé les dossiers au ministère des Finances. On ne sait plus à qui s'adresser. Nous allons mourir de faim. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide et ordonner au ministère des Finances ainsi qu'à celui de l'Agriculture et de l'Élevage de régler ce problème. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Deo Guide Rurema, le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, afin qu'il s'exprime à ce propos, mais sans succès. Quant à Domitien Diokougayo, ministre en charge des Finances, l'interlocuteur nous a signifié que le ministre en question avait changé de numéro de téléphone. Merci Marie-Ange Irakodze. Dernier dossier de ce journal avec la page santé. La mesure du port de masque obligatoire dans le transport en commun n'a pas duré longtemps en mairie de Bujumbura. Le constat est que, à part certains bureaux qui obligent les demandeurs de services de porter les masques avant d'entrer, dans d'autres endroits, il s'observe un relâchement. Le point avec Walter Kwizera. C'était Pierre Moulikié, porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Il était en train d'annoncer certaines mesures barrières contre la Covid-19 rendues publiques par le dit ministère dont il est porte-parole. Parmi ces mesures figurait le port de masque obligatoire pour ceux qui font le transport en commun à mairie de Bujumbura, de même que leurs passagers. De plus, celui qui ne les respectait pas devrait être sanctionné. Même ce travail de transport qu'ils font peut être suspendu. Il y a des pays qui l'ont suspendu. C'est pour cela que nous leur disons qu'ils doivent respecter ces mesures barrières contre la Covid-19 comme nous leur avons indiqué. Nous les avons informés quand et comment ils vont se servir des masques. Ils n'ont qu'à appliquer ces mesures. Ce n'est plus des blagues. Celui ou celle qui ne va pas respecter ces gestes et barrières de lutte contre la Covid-19 doit être puni conformément à la loi. Mais tout cela n'a duré que le temps de la rosée car, après 3 semaines, à part que certains de ceux qui font le transport en commun ne se préoccupent pas du port de masque,
certains l'ont même oublié et tout cela se passe au vu de la police. C'est la honte. Moi, j'étais dans le bus aujourd'hui même. Le port du masque n'existait plus. Les gens l'ont même oublié. Cela nous étonne. Comment la population peut être au courant de l'existence de cette pandémie et continuer à voyager dans ces bus sans masque et se lave seulement les mains et rien d'autre? Donc, le gouvernement aussi a relâché dans la sensibilisation. Nous demandons qu'il continue à sensibiliser la population pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Cela arrive au moment où il s'observe beaucoup de contamination dans différents coins du pays. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Pierre Morikié, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, mais sans succès. Merci Walter Kwizera. Voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de ce lundi 8 février 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.